Ok, les amis, en août 2017, nous sommes enfin arrivés au dernier mois de l'enseignement du mentorat. Le dernier mois de l'enseignement du tutorat. Et il s'agit d'enseigner l'analyse descendante à long terme des tics. Je vais vous expliquer comment j'analyse personnellement les graphiques mensuels pour déterminer les niveaux à transposer et les idées à proposer. Les niveaux qui seront transposés et les idées sur le graphique hebdomadaire. D'accord. Avant de commencer, il est important que je vous rappelle que je vous ai fourni une tonne d'informations au cours des 12 derniers mois. Et une grande partie de ces informations va être flexible pour que vous puissiez adopter comme les vôtres. D'accord, il y a beaucoup de concepts d'analyse qui sont très forts en eux-mêmes, mais il est évident que la meilleure façon d'utiliser ces informations, c'est lorsqu'il est associé à d'autres éléments qui soutiennent les idées. Ainsi, plus il y a d'éléments en confluence qui soutiennent une idée, un préjugé, un point de vue ou une perspective, une analyse, un point de vue ou une perspective, mieux c'est. Il est évident que tout ne sera pas aligné. Ce n'est jamais le cas, comme tout le reste dans le monde. Mais si nous avons un échantillon de similaires, idées similaires qui se chevauchent ou convergent vers la même prémisse, alors nous avons généralement plus de chances d'aboutir à un résultat en notre faveur. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit de mon approche personnelle. Ok, c'est comment j'utilise cette information, comment j'intériorise tout dans le processus quotidien que je suis. Eh bien, dans ce cas, chaque mois, lorsque j'examine les données le dernier jour de bourse de chaque mois, dès que le marché ferme, je passe par ce modèle spécifique, modèle des traitements, je regarde les données et toutes ces choses vont avec ce qui va vous être enseigné dans ce cours, l'enseignement. J'essaye donc d'effectuer ce niveau d'analyse une fois par mois et c'est généralement à la fin de l'année. Du mois qui s'achève. Idéalement, si cela se passe un week-end, je peux faire beaucoup plus de détails en profondeur. Mais en général, les mois ne se terminent pas toujours un week-end. Ils se terminent donc souvent en milieu de semaine et vous aurez le début d'un nouveau mois immédiatement, le jour suivant, un jour de semaine particulier. Voici donc l'analyse que je fais personnellement, comment je la fais et ce qui m'amène à ma perspective mensuelle qui est transposée à la perspective hebdomadaire, dont nous parlerons dans notre prochaine discussion. Mais il s'agit avant tout d'un travail à long terme. Et je vais vous montrer à quel point il est facile, toutes les choses que vous avez grâce à ce mentorat, comment vous pouvez prendre juste certaines choses et les appliquer pour arriver au résultat que vous recherchez en termes d'analyse. Quel est donc l'objectif de cette présentation? Nous allons déterminer l'impact de la perspective mensuelle sur un actif ou du marché. Nous allons également identifier le biais directionnel pour le graphique mensuel à haute résolution. Nous allons classer les tableaux PDA de manière précise pour aider à définir les niveaux clés. Nous allons réaliser une analyse institutionnelle sur une base mensuelle à la fin. Et tout commence ici, les tendances saisonnières. Il est évident qu'il n'y a pas de tendance saisonnière pour tout chaque mois, mais il y a des périodes spécifiques de l'année. Et c'est la raison pour laquelle, voici pourquoi, et je tiens à le préciser avant que nous n'allions plus loin, j'ai mentionné que les PDF seront inutiles pour quiconque qui n'a pas parcouru le contenu et qui n'a pas suivi chaque leçon. Donc, les points sur lesquels vous êtes bloqué ici, vous allez devoir retourner dans le travail de cours et approfondir votre étude, aller plus loin dans le détail et faire des recherches. De plus, si vous n'y arrivez toujours pas, vous disposez de 3 mois supplémentaires après la fin de ce mois-ci où vous pourrez me poser des questions et je ferai de mon mieux pour vous aider. Le mieux est de vous mettre au diapason de ce que je vois en termes d'analyse. Mais cela commence par les tendances saisonnières. Chaque jour, nous sommes bombardés par le temps. Quelle est la date d'aujourd'hui? Au moment de cet enregistrement, nous sommes en août. Nous recherchons donc les tendances saisonnières du mois d'août. Nous recherchons les tendances saisonnières du mois d'août ou du mois de septembre qui se manifesteront dans les transactions du mois prochain. Évidemment, on ne peut pas faire grand-chose avec ce qui s'est déjà passé en juillet et en juin. C'est déjà passé. C'est pourquoi, chaque fois que nous nous asseyons avec notre analyse, Dieu nous en préserve. Si quelque chose se produit qui nous éloigne des marchés pendant un certain temps ou que nous ayons été malades. D'accord, nous avons juste pris une pause, quelque chose comme ça. Nous avons été éloignés des marchés. Supposons que nous nous asseyons aujourd'hui et que nous nous demandions ce que nous allons faire aujourd'hui pour nous aligner sur le cadre temporel plus élevé et commencer à travailler vers cette perspective intrajournalière plus basse. Eh bien, cela recommence avec les tendances saisonnières. Je vous ai donné beaucoup d'informations sur les tendances saisonnières. Je vous ai donné un grand nombre de tendances saisonnières que j'apprécie pour chaque classe d'actifs. Cet enseignement, je n'ai pas besoin de le décomposer autant en termes d'action. Nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons cela. Et matière première, nous faisons cela.
Tout ce que nous voyons dans cet enseignement est synonyme pour les 4 classes d'actifs. Lorsque nous nous rapprochons de l'horizon temporel le plus court, il y a beaucoup plus spécifiques qui doivent être faites pour des classes d'actifs et des marchés spécifiques. Il s'agit donc d'un concept qui couvre toutes les classes d'actifs, actions, obligations, devises et matières premières. Et ensuite, j'aime me référer au changement trimestriel. Nous aimons donc regarder l'évolution du marché. Nous sommes prédisposés à bouger tous les 3 ou 4 mois. Il y a une sorte de nouveau cycle ou changement de marché qui se produit sur le marché. Et nous devons nous rappeler que, quoi qu'il se soit passé au cours des derniers quelques mois, n'équivaut pas toujours à la poursuite de ce processus de pensée. Souvent, c'est le cas, mais nous devons toujours être en phase avec la probabilité d'un changement de sentiment ou d'une modification de la structure du marché qui pourrait avoir des conséquences négatives sur le marché, ou d'un changement dans la structure du marché où le marché passe d'une situation où il a baissé pendant quelques mois à une situation où il peut atteindre un creux à long terme ou à moyen terme, ou à moyen terme et négocier à la hausse pendant quelques mois. J'aime donc regarder l'analyse avec l'anticipation de dire qu'elle va soit continuer ou s'inverser dans les 3 ou 4 mois à venir. Ensuite, lorsque je m'assois, je regarde les différentiels de taux d'intérêt. D'accord? Et je vous l'ai enseigné au début de l'année 2017 comment faire tout cela, et nous reviendrons un peu plus en détail plus tard dans cette discussion. Mais le processus est encore une fois basé sur les tendances saisonnières. C'est la première chose que je recherche. En ce moment, le mois dans lequel nous nous trouvons, ce qui se passe, ce qui est susceptible de se produire, puis j'anticipe ou prévoir le changement trimestriel qui pourrait, au cours des 3 ou 4 prochains mois, puis je regarde les différentiels de taux d'intérêt. Je regarde ensuite les différentiels de taux d'intérêt. En ce moment, c'est que je regarde une étude sur la base du calendrier avec les changements trimestriels et j'y ajoute l'idée suivante. Y a-t-il quelque chose de saisonnier qui peut avoir un impact sur le prix? Il y a donc 2 références temporelles. Je commence toujours par là. Rappelez-vous, mes concepts sont principalement le temps et le prix. Pas le prix et le temps, c'est le temps puis le prix. Je cherche donc des choses qui me donnent un avantage, des éléments qui me donnent un avantage d'un point de vue statistique en disant, dans le passé, il a fait ceci à cette période de l'année. Ce n'est pas toujours le cas, mais je préfère trader avec cette idée en tête de mes concepts d'analyse plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Donc, une fois que nous avons un élément temporel, nous devons commencer à chercher des raisons pour justifier pourquoi le prix devrait le faire. D'accord? Et si nous nous référons aux devises, c'est évidemment la partie où les différentiels de taux d'intérêt entrent en jeu. S'il s'agit d'actions, nous examinerons le marché obligataire. Le marché obligataire est-il en train de baisser? S'il baisse, cela signifie que les taux d'intérêt augmentent. Cela signifie que les taux d'intérêt augmentent et qu'il sera plus difficile pour les actions de maintenir un marché haussier. Et si les prix des obligations augmentent, cela signifie que les taux d'intérêt augmentent. Cela signifie que les taux d'intérêt baissent. Et en général, cela va soutenir un marché haussier des actions. Les matières premières, tout va s'inverser en fonction des taux d'intérêt. La prochaine chose dont je tiens compte lorsque je fais mon analyse, c'est le profil du marché. D'accord. I veux savoir ce que nous faisons en ce moment, ce que nous avons fait ces derniers mois. Avons-nous suivi une tendance? Sommes-nous en train de nous consolider? Sommes-nous en train d'inverser la tendance? Ce genre de choses. Je veux savoir si nous faisons partie d'une tendance actuelle et s'il y a une tendance. Cela signifie que certaines choses peuvent être anticipées ou attendues. Et si ce n'est pas une tendance, ces choses ont également un impact sur nos attentes. Je considère donc ce que nous faisons en termes de profil de marché, puis je commence à intégrer d'autres marchés qui sont corrélés positivement et négativement. J'étudie donc d'autres marchés pour étayer l'idée que je commence à percevoir dans les prix. Je regarde donc les choses de manière saisonnière, j'anticipe un mouvement trimestriel au cours des 3 ou 4 prochains mois, et j'étudie les marchés qui ont une raison fondamentale de monter, c'est-à-dire les taux d'intérêt. N'oubliez pas que les taux d'intérêt sont le principal moteur de toutes les classes d'actifs. Si vous ne comprenez pas les taux d'intérêt, vous n'obtiendrez rien des concepts d'analyse de marché que je vous ai présentés, d'analyse de marché que j'ai présentés jusqu'à présent. Mais une fois que nous avons un soutien fondamental derrière des prix plus élevés ou plus bas par rapport aux taux d'intérêt, le profil du marché, puis, après avoir déterminé le profil dans lequel nous opérons à l'heure actuelle, j'examine d'autres marchés pour étayer ma position.
Je regarde les autres marchés pour soutenir d'accord ou d'infirmer parfois une idée de transaction. C'est pourquoi il faut se référer à d'autres marchés qui sont étroitement corrélés, que ce soit positivement ou négativement. Et puis regarder la structure du marché elle-même, c'est là que je veux voir où nous en sommes dans la portée des plus hauts et des plus bas, et je ferai un intermédiaire à long terme, ou des plus hauts et des plus bas à court terme. Et comment cela se passe-t-il dans le grand schéma des choses? Et c'est aussi là que nous nous référons aux études SMT comme la divergence et les idées de corrélation. OK, et ensuite je regarde la matrice du réseau PD, et je veux définir le marché en termes de primes et de décotes. Et par rapport à la matrice du réseau PD et à ses points de référence et points focaux, en utilisant ce concept, je vais calibrer les niveaux et j'obtiendrai ainsi des niveaux de prix clés. C'est à partir de ces niveaux de prix clés que les idées de transaction se concrétisent. Il peut s'agir d'une entrée, d'objectif ou de cible. Cibles. En suivant ce processus complet, étape par étape, de cette manière, je finis par obtenir un biais mensuel. Je finis par obtenir un biais mensuel qui définit mes attentes sur ce que je pense que le graphique mensuel va faire. Certains d'entre vous ne veulent pas être des traders à long terme, et c'est très bien. Il n'y a rien de mal à cela. Je n'aime pas être un trader à long terme, mais je suis quand même ce processus. Et il semble qu'il y ait une tonne de choses à faire. On a l'impression qu'il vous faudra probablement 4 heures pour passer en revue tous ces éléments. Et certains d'entre vous se disent probablement que ce type veut vraiment que je fasse cela à chaque fois que je fais une transaction. Non, seulement une fois par mois. Une fois par mois, vous devez définir ce que vous recherchez. Et ensuite, au fur et à mesure que le mois, vous referez la même chose. D'accord? Vous allez donc effectuer une analyse mensuelle essentiellement une fois par mois. Vous n'avez une bougie qui se forme qu'une fois par mois sur un cadre de temps mensuel, vous devez donc la regarder au début du mois. Et de préférence, dès que le mois précédent est clôturé, vous allez faire cette analyse, surtout parce que, vous savez, à moins que cela ne tombe sur un week-end, comme par exemple, si le mois précédent se termine un vendredi, cela vous donne un week-end pour faire l'analyse, mais ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Un mois qui ferme pendant la semaine, et vous devrez faire votre analyse pour vous synchroniser avec les transactions du mois suivant, immédiatement le jour de la fermeture du marché. Donc en ayant tout ce processus, vous finissez où je finis, par avoir un biais défini d'un point de vue mensuel. Et ce que je fais avec cela, c'est que je prends ces informations et je les transpose sur un graphique hebdomadaire. Ainsi, tout ce que je tire d'un graphique mensuel, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, de devises ou de matières premières, je le transpose sur un graphique hebdomadaire. Toutes ces idées sont traduites et sur un graphique hebdomadaire. Donc, lorsque nous examinerons les graphiques hebdomadaires dans notre prochain cours, où nous passerons d'un graphique hebdomadaire à un graphique journalier quotidien, nous aurons une perspective à moyen terme. À moyen terme, c'est tout ce qu'il faut pour que je prenne un parti à long terme. C'est tout ce qu'il me faut pour arriver à un biais à long terme. Maintenant, il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour aider à qualifier et à confirmer certaines choses. Et c'est basé sur des conditions inflationnistes ou déflationnistes, comme je l'ai enseigné en janvier. Je vais vous conseiller de revoir le contenu de janvier. Il y a beaucoup de choses dans ce mois-là, mais vous pouvez combler une grande partie des lacunes que l'on ne verrait pas nécessairement ici. Mais j'aime bien regarder des choses comme est-ce que les prix des matières premières baissent? Si c'est le cas, nous sommes dans une situation déflationniste. Si les prix des matières premières augmentent, nous sommes dans une situation inflationniste. Et ces conditions spécifiques ont un résultat qui va très probablement se produire. Et je vous les donne en janvier. Mais en réalité, la façon la plus simple pour moi d'évaluer l'inflation et la déflation est de suivre les prix des matières premières. S'ils augmentent, ils augmentent généralement dans l'ensemble. Ils ne vont pas tous augmenter. Comme nous l'avons enseigné dans le cadre du mentorat, il y aura des écarts comme toute autre chose, car tout n'est pas noir ou blanc. Mais si la majorité des produits de base ont une tendance à la baisse ou des prix plus bas, alors nous sommes dans une situation de déflation. Alors nous sommes dans une situation déflationniste. Cela signifie que les prix diminuent. En revanche, si les prix des produits de base augmentent, nous sommes dans une situation inflationniste et cela aura un effet sur les marchés dans leur ensemble. Mais fondamentalement, ce que nous obtenons, c'est un biais mensuel qui me donne mes attentes non seulement pour le mois suivant que nous sommes sur le point de commencer, ou le mois suivant ou peut-être même le mois suivant. J'essaie donc de faire des prévisions. L'action sur les prix.
Ils peuvent remonter à 4 mois, tout comme lorsque nous examinons les changements trimestriels, nous pouvons remonter aux 3 ou 4 derniers mois. Nous ne sommes pas rigides à cet égard. Nous voulons avoir un peu de flexibilité. Donc, quand je regarde les données d'aujourd'hui, lorsque je regarde les changements trimestriels, je regarde les 3 derniers mois, mais aussi potentiellement les 4 derniers mois pour voir s'il y a quelque chose qui m'échappe. Mais lorsque nous faisons des prévisions et des analyses, nous sommes, à mon avis, en train d'essayer de prévoir la prochaine année. J'essaye de prévoir les 3 prochains mois, le mouvement dans une perspective à long terme. Je veux dire que je serai précis, je veux dire que j'aurai raison, mais si j'obtiens la moitié de la bougie mensuelle, c'est que je ne suis pas sûr la moitié de la bougie mensuelle qui est sur le point d'être, peinte sur le graphique. Et si j'arrive à avoir raison, c'est souvent suffisant pour que je sois rentable pour le mois. Et c'est ce que je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir raison pour être rentable. Mais vous allez vous découvrir. Vous aurez plus de chances d'avoir raison si vous faites ce que nous faisons ici, dans le cadre d'une approche structurée, d'un processus étape par étape, et en passant en revue chaque élément individuel. Une étape à la fois, en obtenant ces informations, puis en construisant une couche après l'autre, jusqu'à ce que l'on obtienne une fondation qui s'appuie sur le biais mensuel. Une fois que nous disposons de toutes ces informations, nous les transférons sur un graphique hebdomadaire et nous pouvons commencer à les utiliser sur un cadre de temps hebdomadaire également. Les tendances saisonnières, c'est exactement par là que je commence. Je commence par le mois calendaire dans lequel nous nous trouvons et nous sommes sur le point de commencer et je me réfère aux tendances saisonnières qui sont enseignées dans ce programme. Il y en a tellement qu'il serait ridicule pour moi de les énumérer à nouveau, ce qui reviendrait à les rabâcher. D'essayer de ne pas vous embourber dans des études inutiles. Je rassemble toutes les informations dans une approche conviviale. C'est l'objectif de ce mois. Vous pouvez passer en revue et trouver les tendances saisonnières qui sont bonus par rapport à des mois spécifiques. Et vous pouvez ensuite l'inscrire sur votre calendrier chaque année. À chaque fois que vous achetez un nouveau calendrier ou si vous avez un smartphone, il suffit de le brancher. Vous savez, ce mois-ci, je vais chercher les ports à la hausse ou je vais chercher l'euro-dollar à la baisse. Vous connaissez toutes ces tendances saisonnières. Tu veux les connaître avant le début du mois. De cette façon, vous pourrez vous synchroniser avec un mouvement trimestriel potentiel. Et ce changement trimestriel, s'il est à du bon côté d'une tendance saisonnière, waouh, vous l'avez. Encore une fois, ce ne sont pas tous les marchés ou toutes les classes d'actifs qui vont avoir une tendance saisonnière en ce moment, mais concentrez-vous sur ceux qui ont une tendance historique à se répéter. Historique qui se répète de la façon dont ils se concrétisent plus souvent qu'à leur tour. Et Steve Moore est le meilleur en termes de matières premières et de devises. Et vous savez évidemment quelle est la tendance saisonnière pour les obligations. Je vous l'ai déjà donné et je vous ai déjà donné une tendance saisonnière pour les actions. Si vous voulez être trader, les actions, il n'y a que 2 périodes par trader et il n'y en a que 2 par an. Et celle que j'aime le plus est l'automne. Il y a un creux saisonnier. Je veux donc me concentrer sur les marchés qui, historiquement, à cette même période de l'année, vont probablement évoluer de la même façon. Ok, donc encore une fois, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas un tout pour un tout, mais les tendances saisonnières m'aident à planifier les meilleurs mouvements potentiels sans même avoir besoin de connaître le niveau des prix. Je sais qu'il y a certaines périodes de l'année où je souhaite effectuer certaines transactions. Je ne me force pas à effectuer ces transactions, mais je recherche des éléments tels que ceux que nous venons d'exposer dans un processus étape par étape, d'un point de vue mensuel, pour justifier pourquoi cette tendance saisonnière pourrait avoir un impact sur le prix cette année. Les tendances saisonnières sont spécifiques et vous avez été livré au cours des 12 derniers mois et vous devez revenir en arrière et les examiner en fonction de leur classe d'actifs respectives. Je ne vais pas les refaire. Ou les répertorier à nouveau, il y en a trop. D'accord. Et ensuite, j'essaye de déterminer le prochain changement trimestriel ou la structure du marché. Et je me réfère à la tendance à long terme de 9 à 18 mois sous la forme d'un graphique mensuel. Et si la direction est haussière, cela signifie que si nous avons progressé au cours des 9 à 18 derniers mois, je vais continuer à essayer d'obtenir des résultats positifs. J'essaierai toujours de justifier pourquoi le prochain changement trimestriel pourrait être une opportunité d'achat parce que je ne veux pas aller à l'encontre de cette tendance. Si l'orientation est baissière, je commence d'abord à justifier pourquoi le prochain changement trimestriel pourrait être une opportunité de vente. J'essaie d'éviter de choisir les sommets ou les creux des tendances sur 9 et 18 mois, et cela n'a rien à voir avec les nouvelles moyennes mobiles. Je regarde simplement les bougies qui remontent à 18, bougies sur un graphique mensuel. Je veux voir ce que nous avons fait, et ce sera ma fourchette principale. Je veux travailler à partir de cela. Vous devrez calibrer cela. Il faudra peut-être aller un peu plus loin sur la gauche pour savoir si c'est saisonnier. Ce n'est pas saisonnier, mais le sommet à court terme ou à long terme, ou quel que soit le sommet de la structure du marché, au cours des 9 à 18 derniers mois. Par exemple, disons que vous trouvez que le marché a 27 jours de baisse, et dans ces 27 jours de baisse, vous saupoudrez peut-être 4 ou 5 bougies baissières. J'ai parlé de jours, mais je devrais plutôt parler de bougies mensuelles. Vous voulez examiner des portions de l'action des prix.
Et je commence en tant que comme un indicateur. J'aime regarder la fourchette de 9 à 18 mois sur un graphique mensuel, et me faire une idée de ce qu'il a fait dans cette période, au cours de cette de temps. Les tendances à long terme ont tendance à rester en place pendant un certain temps. Et si la tendance sur 9 à 18 mois n'est pas claire ou si elle est en consolidation, mon approche personnelle consiste à anticiper l'inversion de la direction des 3 ou 4 mois précédents. Ainsi, quel que soit le résultat des 3 ou 4 derniers mois, si nous sommes dans une consolidation de 9 à 18 mois, ou si je ne sais pas quelle est la tendance, si elle ne me semble pas claire, j'anticiperai un renversement de tendance. Je vais anticiper un certain retracement ou un renversement pour le mois ou les 2 mois à venir. D'accord. Ensuite, je me réfère aux taux d'intérêt mondiaux et j'utilise des sites web comme investing.com. Vous pouvez utiliser le lien qui se trouve ici. Et ce que je fais, c'est que je localise et compare les taux d'intérêt des banques centrales pour chaque grand pays. Et je recherche les transactions différentielles de cette manière. J'essaie donc de trouver des taux d'intérêt élevés à associer à un pays à faible taux d'intérêt et former une paire de devises de manière à pouvoir adopter le biais fondamental. Ainsi, si nous regardons monnaie à l'échelle mondiale, ce site web vous donne le taux d'intérêt actuel et il vous donne également la dernière fois qu'il a changé et quel a été le changement, quelle a été l'ampleur du changement et quand le prochain changement est prévu ou quand la prochaine réunion de l'État de cette façon. Idéalement, les tendances saisonnières et les prévisions de changement trimestriels seront alignées sur les idées d'opération sur les différentiels de taux d'intérêt. Il se peut que ce ne soit pas le cas, mais idéalement, les trois devraient être en accord, et voici à quoi cela ressemblerait si vous vous rendiez sur ce site web, et voici ce que je veux dire par « il vous donne le taux actuel ». Et par exemple, nous allons regarder la Banque centrale européenne en ce moment, au moment de cette présentation, à un taux d'intérêt nul. La prochaine réunion est prévue pour le 7 septembre 2017. La dernière fois qu'ils se sont réunis et qu'ils ont changé, c'était en mars 2016, et ils sont tombés à 5 points de base. Ainsi, nous sommes passés à des taux d'intérêt nuls en mars. Nous sommes passés à des taux d'intérêt nuls en mars 2016 pour la Banque centrale européenne. La Banque d'Angleterre a actuellement un taux d'intérêt d'0,25% et elle prévoit de se réunir également en septembre 14-17. La dernière fois qu'ils ont changé a été une réduction de 25 points de base et c'était en août 2016. En fait, tout ce que je fais, c'est regarder le taux actuel, colonnaire, et je regarde laquelle a un taux élevé et je la regroupe avec un taux bas. Par exemple, nous avons la Banque du Canada, c'est 0,75%. Et si nous regardons le dollar australien, nous avons un taux de 1,5%. J'ai déjà esquissé les scénarios et nous les avons utilisés dans le cadre du mentorat pour formuler quelques idées, pour aider à formuler certaines idées. Mais je vais en fait utiliser ce tableau plus loin dans un exemple, mais nous verrons cela plus tard. Mais pour l'instant, voici ce que je veux dire lorsque je cherche les taux d'intérêt de la Banca Centrale. C'est les taux d'intérêt des banques centrales. C'est là que je trouve l'information, sur le site investing.com/central-banks. Bon, après cela, ce que je fais, c'est que je définis la structure actuelle du marché. OK, et la structure actuelle du marché, je classe les récents hauts et les récents bas. Et ce que je veux faire, c'est les comparer. Je veux les comparer avec positivement et corrélation négative. Corréler positivement et négativement. En gros, je cherche des déviations SMT, puis je compare la relation entre les sommets et les sommets récents afin de déterminer si les sommets à long terme, à moyen terme ou à court terme contrôlent les prix actuellement. En d'autres termes, est-ce que nous atteignons des sommets plus élevés, puis nous avons récemment atteint un sommet plus bas et peut-être un sommet encore plus bas par la suite? Cela signifie que nous avons probablement atteint un sommet à moyen terme ou à long terme. Et tout cela est enseigné dans mes de base sur la structure du marché. Si je vois cette relation dans les sommets, et si elle est au moins qu'un sommet à moyen terme ou un sommet potentiel à long terme est en train de se former, alors je chercherai des raisons de vendre à découvert. Dans l'idéal, il s'agira de paires qui sont avec devises faibles par rapport à une devise forte à un moment où je prévois des prix plus bas dans un changement trimestriel en même temps qu'une tendance, et très probablement en faveur d'une baisse de la devise ou d'une baisse du marché. Marché à la baisse. Et le profil est tendanciel. Ce serait un scénario idéal. L'inverse est vrai lorsque j'examine la relation entre les creux. Je compare les creux du marché aux creux récents pour déterminer si un creux à long terme, à moyen terme ou à court terme contrôle les prix à l'heure actuelle.
Si nous voyons un marché qui fait un plus bas, un plus haut, plus bas que celui-là, alors nous pouvons potentiellement voir ou anticiper que nous avons fait un bond à long terme ou à tout moment, et il se peut qu'il y en ait un. Il y a encore du chemin à parcourir et nous chercherons alors, dans les cas où il y a une hausse saisonnière, haussière saisonnière à venir, le profil est orienté à la hausse. D'accord, et nous nous attendons à ce qu'il y ait une autre hausse, quelques mois d'échange à la hausse en conséquence. C'est ainsi que nous utiliserions l'information et que nous l'utiliserions idéalement pour regarder le marché. Lorsque nous examinons le marché, il y a un haut potentiel à long terme ou à tout moment en place. Nous ne nous attendons pas à des prix plus bas. En comparant ces sommets, nous verrions, avec un peu de chance, une déviation S et T d'un actif corrélé ou contre le dollar sans la monnaie étrangère. Nous voudrions voir un plus bas raté avec un plus haut en la devise que nous cherchons à court ou un inférieur raté. Et mineur le dollar. Nous venons de donner un exemple. Une autre option serait de faire un plus bas, en dollar, dans un champ plus haut dans la devise étrangère. Il s'agirait d'une divergence SMT et cela nous aiderait à trouver des idées sur la structure du marché. En résumé, il s'agit de la recherche d'une divergence SMT et la recherche d'une structure de marché pour soutenir une autre jambe de prix à la hausse ou une autre jambe de prix à la baisse. Les transactions sélectionnées dans la direction de la structure actuelle du marché seront favorisées dans mon analyse. Ainsi, si je vois clairement les raisons pour lesquelles la structure du marché devrait être plus élevée et que les tendances saisonnières suggèrent que c'est également le cas, c'est évidemment ce que je cherche à faire. J'essaierai de me concentrer uniquement sur ce type de transaction. Je n'essaierai pas d'essayer de faire de l'ombre à ces types de mouvements. On me pose beaucoup de questions. Quand dois-je faire des opérations d'inversion? Quand dois-je faire des contre-tendances? Je ne veux pas faire de contre-tendance dans ces conditions où j'ai la structure du marché et le SMT derrière moi, et le SMT me soutienne, et les tendances saisonnières et les taux d'intérêt. Nous ne voulons pas commercer à l'encontre de cela. Si toutes ces choses sont réunies, je ne voudrais jamais l'ignorer. Je ne veux être qu'un acheteur dans ce scénario haussier, ou vendeur dans ce scénario baissier, et je ne m'en écarterai jamais, même sur un scalp. Ensuite, je cherche une confirmation sur d'autres marchés par le biais d'une analyse intermarché. Ainsi, si j'ai une structure de marché haussière et que tout ce qui précède soutient également des prix plus élevés, et je le détermine sur le marché qui m'intéresse, je cherche une analyse intermarché pour confirmer cette idée. Dans les marchés à corrélation positive et s'y oppose dans les marchés à corrélation négative. Un exemple serait un marché haussier, dollar. Je m'attends à une hausse des prix du dollar. Je rechercherai des prix faibles ou scénario de vente potentielle sur le marché de l'or. Structure de marché baissière. Lorsque je m'attends à des prix plus bas, que les tendances saisonnières sont favorables et que j'ai une paire qui serait regroupée avec un faible contre un fort. Et c'est ce que je constate sur le marché qui m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est examiner l'analyse intermarché pour soutenir l'idée dans les marchés à corrélation positive et s'y opposer dans les marchés à corrélation négative. Par exemple, si je suis baissier sur l'euro-dollar, je vais rechercher un dollar fort sur le plan technique. Un autre élément qui viendrait à l'appui de cette idée serait, si je cherche à affaiblir l'euro-dollar et que je recherche un dollar plus fort comme facteur de soutien, nous pouvons utiliser l'or comme facteur de soutien. Facteur de soutien confirmé. En s'attendant à des prix plus bas sur le marché de l'or. Sur le marché de l'or, cela change lorsque nous nous trouvons dans des conditions telles que celles que nous connaissons actuellement. Nous avons des scénarios de guerre potentiels qui peuvent être un catalyseur pour cette fuite vers la qualité ou de refuge. Où l'or ne sera pas que l'or ne soutiendra pas votre commerce, parce qu'elle est motivée par quelque chose d'inhabituel, normal, qui serait, il est traité comme un havre de paix. Et il se passe beaucoup de choses en ce moment, en ce qui concerne la Corée du Nord, et les gens voient la chute du dollar. C'est donc une valeur refuge. Vous pouvez voir le marché de l'or comme un soutien de l'or. Quel est le profil du marché? D'accord. Et ce que je fais, c'est m'asseoir. La première chose que je veux savoir, c'est si nous sommes en train de consolider. Je ne demande pas si la tendance est la première ou quoi que ce soit d'autre. Je cherche à savoir si nous sommes en train de nous consolider. C'est révélateur. La consolidation est le début du prochain mouvement. Donc, si la réponse à cette question, lorsque je suis assis devant les graphiques mensuels est oui, alors les expansions sont susceptibles de se manifester avant la rupture.
En d'autres termes, je cherche des éléments qui justifient le côté du marché qui passera en premier. S'agira-t-il des plus hauts ou des plus bas? Le marché va-t-il atteindre son plus haut niveau? Je veux être à l'affût des preuves de l'existence. Je veux chercher des preuves et des signes à l'appui de ces théories. Et si c'est non, la question est de savoir s'il y a consolidation ou non. Si c'est non, la tendance est peut-être en train d'atteindre un extrême. S'il n'y a pas de consolidation, cela signifie qu'il y a une tendance. Je veux donc voir s'il y a des raisons qui justifient la tendance en place. Risque-t-elle d'atteindre une forte résistance? Parce que si c'est le cas, un retracement est probable. Et la question suivante que je me pose est la suivante. Le marché est-il dans un environnement tendanciel? Si la réponse est oui, je cherche à poursuivre ces transactions, car les tendances ont tendance à rester en place. La notion de tendance est évidemment votre ami, mais pas en fin de compte. Je recherche donc les transactions qui s'inscrivent dans la continuité, pour éviter les choix du haut et du bas de l'échelle. Mais si la réponse est non, le marché a-t-il une tendance? Cela le ramène à la consolidation. Je suis donc à l'affût de signes qui plaident en faveur d'une rupture directionnelle de l'argent. Pour ce faire, j'utiliserai l'analyse intermarché. Le marché est-il en train de subir un retracement? Si la réponse est oui, je cherche des signes de continuation, les échanges après un retracement. En d'autres termes, je cherche des raisons. Jusqu'où le retracement va-t-il aller? Il suffit d'utiliser la matrice de taux PDA pour obtenir ces réponses. Mais je veux anticiper ce retracement jusqu'à un niveau de prix spécifique et rechercher ensuite la continuation à la hausse ou à la baisse par rapport à la tendance. Et si la réponse est non, qu'il n'y a pas de retracement, je détermine alors s'il s'agit d'une consolidation ou d'une tendance et j'utilise les idées ci-dessus comme indiqué sur cette diapositive. Cela demande donc un peu de réflexion et il y aura beaucoup de scénarios qui se présenteront. Et vous allez mal lire, vous allez mal faire les choses. Et, comme vous l'avez vu au cours des 12 derniers mois, je n'ai pas toujours raison. Je ne peux pas avoir raison tout le temps. Je suis humain et je vais faire des erreurs. J'ai beaucoup de choses à faire pendant ce mentorat, ce qui est très distrayant. J'ai une vie personnelle qui me distrait beaucoup et les mêmes choses vont se produire dans votre vie. Vous aurez donc difficultés. Vous allez rencontrer, vous savez, des nids de poules et des pièges. Des nids de poules et des pièges. Vous allez tomber sur des pièges. Vous allez faire une erreur et vous allez mal faire les choses. Mais ce sont les questions que je pose pour déterminer le profil du marché et j'utilise les idées suggérées ici pour me guider vers mon prochain plan d'action ou pour attendre d'avoir plus d'informations. D'accord. Ensuite, je localise les points d'intérêt institutionnel. D'accord. Et ce sera dans la matrice PDA. Et une fois que j'arrive à une partie de l'action des prix que je souhaite analyser, cela se situe généralement dans le cadre des 9 à 18 derniers mois. Cela peut dévier un peu en fonction de la structure du marché, mais je regarde à peu près aussi loin en arrière sur le graphique mensuel. Et je décompose la fourchette de prix sélectionnée en deux catégories, les primes et les décotes. Et chaque fourchette de prix n'aura pas toutes les possibles. Je note simplement ceux qui sont évidents. Je me contente de noter ceux qui sont évidents dans la fourchette de prix. Maintenant, à la fois, les primes et les remises sont notées. Je chercherai à élaborer des idées de transactions potentielles sur la base des tableaux de DP et en me référant à tous les points d'analyse précédents mentionnés dans cette présentation. Cela signifie que je cherche à étayer l'idée d'une tendance saisonnière indiquant une direction. Cela ne veut pas dire que cela va se produire, mais je regarde d'abord dans cette direction, puis je cherche des signes et des techniques pour soutenir cette tendance, ainsi que des fondamentaux par le biais des taux d'intérêt. Je mélange donc tous les éléments, le temps, le prix, les fondamentaux à cause des taux d'intérêt. D'accord? Mais je cherche la matrice du réseau PD pour soutenir l'idée d'avoir quel niveau spécifique dans une de la prime sur lesquels je dois me concentrer et sur quelle catégorie de prix je dois me concentrer. De cette façon, je peux vraiment mieux comprendre où il faut acheter et vendre. Ce qui nous amène à où je note les niveaux de prix clés. Une fois que j'ai déterminé la partie de la structure du marché que je veux utiliser pour mes idées de transaction, j'arrondis chaque tableau de DP à la dizaine la plus proche. Niveau le plus proche ou au niveau 0 aux 5 niveaux. C'est une question de préférence, celle qui se rapproche le plus de la matrice de DP réelle. Il s'agit maintenant de les calibrer. Les tableaux de primes au-dessus du prix du marché ou de l'endroit où se négocient les actions au moment où je regarde le graphique, j'arrondis au nombre ajusté le plus proche, ce qui me permet de calibrer au niveau le plus proche de 5 ou de 0. 0 le plus proche, et j'arrondis à la baisse. Ainsi, si le niveau est supérieur au nôtre, je m'en rapproche le plus possible en obtenant le niveau de 0 ou de 5 le plus proche qui s'aligne sur la matrice PDA niveau de prime, mais je ne veux jamais arrondir à la hausse. Je veux les fruits les plus faciles à cueillir. Et pour les réseaux à prix réduit, en dessous du prix du marché ou du prix auquel le marché se négocie à ce moment-là, si je cherche des matrices de réduction en dessous de nous, en prix, je vais arrondir
au niveau le plus proche, niveau 0 ou 10 niveaux, et ou à 5 niveaux, selon ce qui me rapproche le plus de la matrice du réseau PD de l'escompte. Mais il n'est pas nécessaire de l'arrondir à l'unité supérieure. D'accord? Encore une fois, je veux que l'objectif le plus proche soit le fruit le plus facile à atteindre. Une fois que j'ai fait cela, je me retrouve avec les niveaux de prix clés actuels d'un point de vue mensuel. Ces niveaux mensuels, maintenant qu'ils ont été calibrés, ils ont été soutenus par l'état d'esprit institutionnel d'une matrice de PD, réduire la prime, et maintenant j'ai un biais directionnel en raison de tous les facteurs que nous avons pris en compte dans ce processus. Ainsi, après avoir évoqué le potentiel ou la possibilité d'une tendance saisonnière, j'anticipe un changement de direction trimestrielle spécifique. J'associe des taux d'intérêt élevés à des taux d'intérêt faibles, ou vice-versa par rapport à l'idée de transaction. Et je détermine le profil actuel du marché. Sommes-nous en train de consolider ou sommes-nous en train de suivre une tendance? Et je confirme mon analyse avec des paires ou des marchés corrélés pour l'analyse du marché d'entrée. Ensuite, je sélectionne une partie de la structure du marché pour définir une opération à l'intérieur de celle-ci. Donc, je définis où vous négociez à l'intérieur d'une fourchette et l'utiliser pour la liquidité de la fourchette interne ou externe. Je définis ensuite la matrice de taux PDA pour obtenir les tableaux de primes et les tableaux de réduction afin de déterminer les niveaux de prix clés d'un point de vue mensuel. Et une fois que j'ai cela, j'aurai un biais directionnel qui est essentiellement, vous savez, tout encadré d'un point de vue mensuel. Ainsi, cette analyse directionnelle sur une base mensuelle est transposée sur le graphique hebdomadaire. Prenons un exemple pour que vous puissiez voir comment se déroule le processus étape par étape. Et c'est vraiment, ce n'est pas beaucoup de travail du tout. Et c'est, vous savez, très simple. Et c'est vraiment l'une des caractéristiques de ce mois. On dirait que c'est beaucoup de la description des choses. Et c'est le cas. C'est beaucoup. Mais parce que vous avez parcouru toutes les choses d'un point de vue conceptuel et des composants, vous avez procédé partie par partie de manière modulaire. Je vous ai donné chaque composant individuel, pièce par pièce. Ainsi maintenant, là où vous manquez de compréhension, de pouvoir revenir en arrière et de trouver exactement ce sur quoi vous devez travailler. Ou encore, cela vous aidera à trouver les questions auxquelles vous avez besoin de réponses. Ainsi, au cours des 3 prochains mois, lorsque nous aurons dépassé le contenu du mois, vous ferez un meilleur usage de ce temps et je serai un meilleur enseignant pour vous parce que je saurai que je vous mets dans une meilleure position pour que vous puissiez poser les bonnes questions. Et en posant les bonnes questions, j'aurai, avec un peu de chance, la réponse que vous cherchez pour combler ces lacunes. D'accord? Prenons un exemple en utilisant ces informations et je vais vous aider à comprendre l'importance et le processus que j'utilise d'un point de vue mensuel. D'accord, mesdames et messieurs, je regarde le dollar australien et j'aimerais vous présenter quelques éléments. Nous sommes à la dernière semaine de janvier. La dernière semaine de janvier, il y a généralement un creux qui se forme. Puis il y a une autre dépression plus forte qui se forme au mois de mars jusqu'en mai. Ensuite, une dépression se forme généralement en juin et en juillet. Enfin, une certaine faiblesse se manifeste à partir du mois d'août jusqu'à la fin de l'année. Octobre. D'accord. Donc la tendance saisonnière sur laquelle nous allons nous concentrer est le mois de janvier, où se forme généralement un plus bas pour le dollar australien. Puis il y a un creux qui se forme en mars ou un fort rallye qui nous emmène jusqu'en mai. Et il y a une tendance à créer un creux d'été dans la période juin-juillet qui se négocie jusqu'aux alentours du mois d'août. Et ensuite, nous avons une certaine faiblesse. D'accord. Je vais utiliser ceci comme mon idée ou cadre pour l'impact saisonnier. Et nous allons... Le dollar australien, je vais chercher un moyen de faire cette tendance saisonnière. Je vais prendre cet exemple. Voici le dollar australien, c'est le graphique mensuel. D'accord. Et je vais utiliser le graphique du mois de juin comme notre étude. Donc je vais juste bloquer ici dans le mois de mai. Donc là où c'est bougie, nous allons hypothétiquement dire que nous ne pouvons pas voir cette action de prix, OK. Et je veux que vous vous souveniez que nous avons demandé ce type de mouvement ici et que nous recherchons la hausse. Nous cherchons à ce que cette bougie ici agisse également comme support, ce qui sera souligné ici dans un moment. Mais je veux juste que vous sachiez que si vous revenez en arrière et que vous regardez le dollar australien et vous verrez tout ce qui est ici. Nous avons parlé... D'accord. Nous regardons le janvier. Mars et juin, les prévisions de hausse des prix. D'accord. Cette bougie ici est celle de janvier 2017. OK, et le prix a en fait remonté comme on pouvait s'y attendre en termes de tendance saisonnière. Voici février, puis mars, maintenant mars. Le mois d'avril,
le mois de mai a connu une baisse. Nous avons donc un effet un peu opposé en ce qui concerne la tendance saisonnière, mais nous revenons ensuite à une autre période où le mois de juin a été marqué par une baisse. Un nouveau haussier. D'accord, sur la base de la tendance saisonnière. Nous avons donc maintenant un changement trimestriel également. Que s'est-il passé ces derniers mois? Il y a eu une baisse. D'accord, donc la question que je me pose est la suivante. Nous avons une tendance saisonnière. D'accord, nous nous référons au mois de juin. D'accord, notre tendance saisonnière était attendue. Vous s'attendez à des prix plus élevés en juin, et le changement trimestriel a été les 2 derniers mois, les prix ont baissé. D'accord, et à la fin de mai. Mais nous nous préparons à entrer dans le mois de juin et nous essayons de prévoir ce qui se passera en juin. Juin, ce mois-ci, à la fin de la période, nous regardons en arrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bougies. D'accord, de 9 à 18 bougies. Donc, si nous regardons ceci, ici, le prix a vraiment été en consolidation. D'accord, donc, je veux savoir ce que le prix a fait, vous savez, au cours des 9 à 18 dernières bougies sur le graphique mensuel. Et si vous regardez ce que nous avons vu le prix sortir d'un plus bas à un plus bas plus élevé, et maintenant, nous avons assisté à un retracement mesuré. La question est donc la suivante. Jusqu'à la fin du mois de mai, nous avons eu 3 mois de baisse. Il y a donc 3 mois de baisse. Nous devons déterminer ce que cela signifie. Est-ce que cela signifie que nous allons voir la poursuite de ce mouvement de baisse? Ou s'agit-il plutôt d'un retracement? Nous devrons examiner certains éléments au fur et à mesure que nous avancerons dans notre processus, mais le prochain point de préoccupation est que nous devons examiner les taux. En d'autres termes, quels sont les taux de change mondiaux pour les banques centrales? Et puisque nous nous intéressons au dollar australien, nous devons examiner la relation entre les monnaies australiennes, les taux d'intérêt et celui de la Fed pour le dollar. Jetons un coup d'œil rapide sur le site web, le fait sur investing.com. D'accord, nous pouvons voir tous les taux d'intérêt ici énumérés. Et nous regardons la banque australienne, la Reserve Bank of Australia. Et le taux d'intérêt est de 1,5%. Et la dernière fois qu'ils ont changé, c'était le 2 août de l'année. Ils l'ont réduit à 25 points de base. La prochaine réunion aura lieu le 5 septembre. Nous avons un taux d'intérêt d'1,5% pour l'Australie. Et pour les États-Unis, notre réserve fédérale, est au moment de cet enregistrement de 1,25%. Mais elle vient de le modifier et de l'augmenter 25 points de base. Le 14 juin 2017, il s'agit donc en réalité d'1% contre 1,5% en Australie. Quel était donc le taux d'intérêt le plus élevé? L'Australie. D'un point de vue différentiel, l'Australie avait donc un taux d'intérêt plus élevé que celui du dollar américain. Ainsi, l'Australie a un taux d'intérêt plus élevé que le dollar américain. Fondamentalement parlant, le rendement et l'attraction en Australie qu'elle ne l'est pour le dollar. Nous avons donc une tendance saisonnière à la hausse en juin. Puis nous prévoyons un changement trimestriel qui se produira et le différentiel de taux montre que le dollar australien est plus élevé que celui du dollar. Comme cela a été montré ici, avant juin, le taux d'intérêt était de 1%. Ainsi, nous devons maintenant nous pencher sur les profils de marché. Examiner les profils de marché. Revenons à nos graphiques. D'accord. Et si l'on remonte à environ 18 bougies, on peut voir que le profil du marché est en consolidation. D'accord. Donc nous avons été dans une fourchette et il est important de ne pas se focaliser sur tout cela. Nous avons donc essentiellement faire semblant, si vous voulez, ce prix en tant qu'action de prix n'est pas là. D'accord. Ce sera pour votre bénéfice d'apprentissage, mais dans un moment, pour l'instant, ignorez cela. D'accord? Donc, nous avons été dans une fourchette. Consolidation. Mais à l'intérieur de la consolidation, nous devons chercher des indices. Rappelez-vous, le profil du marché, s'il se consolide, nous voulons savoir s'il va nous donner une cassure à la hausse ou à la baisse. C'est pourquoi la façon dont nous procédons est la suivante. Nous commençons à chercher l'analyse intermarché. OK, et maintenant nous allons prendre l'indice du dollar. OK, nous allons prendre l'indice du dollar sur un graphique mensuel. OK, et vous pouvez voir le graphique mensuel avant. Eh bien, voici août, juillet, juin, juste ici, mois de mai. Nous avons eu des prix ont baissé. D'accord, donc d'un point de vue trimestriel,
il y a eu une baisse, d'accord? Faut-il s'attendre à un renversement pour le changement trimestriel du dollar, ou soutenons-nous l'idée qu'il continue à baisser? Eh bien, nous devons examiner le marché dans cette devise également. Avant ce sommet, nous étions dans une phase de consolidation. Il s'agissait d'une fourchette. J'ai passé beaucoup de temps à vous donner les grandes lignes. Environ 38 minutes ont été consacrées à la description du processus étape par étape. Mais regardez à quelle vitesse nous passons à travers cela. D'accord? Je veux que vous gardiez à l'esprit ce que je fais réellement. Je fais en termes de temps pour arriver à ce résultat. Consolidation, et nous sommes sortis de la consolidation. Donc, au-dessus de sommets égaux, ce sera toujours potentiellement quoi? Un stop run, même sur une base mensuelle. Il pourrait donc s'agir d'une rupture ratée et ensuite redescendre à l'intérieur de la fourchette. Et c'est ce qui se passe ici. Nous sommes en mai, d'accord? Dans ce cas, nous nous attendons à ce que le prix continue à baisser parce que nous avons eu une rupture ratée ici après une consolidation. Donc, une fois qu'ils sont sortis d'un côté de la consolidation et qu'il est revenu plus profond et a traversé le point médian de la consolidation, nous avons dû chercher le potentiel pour qu'il descende en dessous de la limite inférieure de la fourchette ou au moins des corps des bougies ici. Voilà. Est visible à cet endroit? Ok, parce que la largeur peut toujours être une action de prix erronée. Vous pouvez voir que le prix a fini par descendre sous le corps des bougies d'un point de vue mensuel. Mais comment utiliser cela pour l'OSI? Eh bien, si nous revenons à l'OSI, si vous regardez la relation depuis le plus bas de décembre, le plus bas de décembre, décembre 2015 et celui de décembre 2016, nous avons un plus haut niveau. Si l'on se réfère à l'indice du dollar et que nous utilisons le plus haut de décembre à décembre en 2015, nous avons eu un plus haut. Le dollar a donc atteint un sommet plus élevé. Il n'a pas eu de creux plus bas en Australie. Donc, d'un point de vue structure du marché, nous avons une divergence SMT ici. Ok, donc, relativement parlant, le dollar australien n'est pas disposé à atteindre un plus bas niveau. Là où le dollar a été capable d'atteindre un sommet plus élevé, d'accord? Cela signifie qu'il y aura toujours potentiellement un stop run, une fausse cassure au-dessus de l'ancien sommet. Et l'accumulation est observée dans l'OSI. Maintenant, nous sommes allés à consolidation. Maintenant, nous sommes descendus à un bas et nous sommes repartis à la hausse. Donc, nous avons sorti cette bougie fermée à la baisse, ce qui en fait un bloc d'ordre haussier. Prendre l'ouverture sur la bougie fermée à la baisse la plus basse. Voilà votre bloc d'ordre haussier. Nous en avons parlé dans le mentorat. Le cours de juin s'est ouvert, négocié à la baisse, jusqu'à l'ouverture du bloc d'ordre mensuel, 73,80. C'est ça. D'accord? Donc l'ordre s'ouvre et se négocie vers le bas à ce niveau. Nous disposons donc désormais d'un éventail. Nous avons une fourchette de ce niveau. Et ce bas, c'est le sommet le plus récent. Il s'agit du plus bas le plus récent. Donc, en termes de définition de ce que sont ces fourchettes, cela va être pour notre matrice PD. Plutôt pour notre matrice PD, il pourrait être facile pour moi de le dire maintenant. Voici donc notre fourchette. Et je vais l'enlever maintenant, parce que la divergence S&T a déjà été décrite. Donc, à ce moment précis, à la fin du mois de mai, avant juillet, je suis désolé, avant juin plutôt, commence à se négocier. Nous définissons nos tableaux de PD. À partir de ce point, ici, en dessous de nous, nous avons quoi? Le bloc d'ordre haussier. Il n'y a pas d'écart ici, à cause des wicks et de tout le reste. Puis, en dessous, il y a le bloc de rejet à la clôture, à 72,16. Et ensuite, en dessous du niveau le plus bas qui était la réserve de liquidité, d'arrêt de vente. Voilà donc vos tableaux d'escompte. Est-ce qu'il y avait tous les éléments ici? Y avait-il un vide de liquidité? Non. Y avait-il un vide? Nous en avons parlé. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Y avait-il un rupture? Non. Il n'y a pas de disjoncteur non plus. D'accord. Il ne vous reste que 3 choix. Blocage de l'ordre haussier, bloc de rejet, ancien bas. Il n'y a pas d'ancien plus haut ici pour s'y référer non plus. D'accord. Donc, vous avez 3 tableaux potentiels. Est-ce difficile? Non. Les gens rendent cela beaucoup plus difficile qu'il ne devrait l'être. Parce que je vous ai donné les tableaux de DP, cela ne veut pas dire
que toutes les gammes de prix n'auront pas chacun d'entre eux. D'accord, et il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas. Il n'y en aura que quelques-uns parfois, et ce sont ceux que vous trouverez sur le tableau. Est-ce que c'est... Est-elle ambiguë? Non, c'est définitif. Il vous indique exactement ce que vous recherchez. Votre bloc de commande, le bloc de rejet, ou faible pour le pool de liquidité. Ok, donc vous n'avez que 3 choix ici. Le premier est celui-ci, votre bloc. Il s'ouvre, les transactions se font jusqu'à lui. Cela pourrait être une transaction. En soi, vous devez justifier ce qui se passe ici. Y a-t-il des raisons de voir le prix augmenter ici? Eh bien, nous devrons le découvrir lorsque nous passerons à des échelles de temps inférieures. Mais ici, nous nous attendons à ce que ce soit un niveau de soutien. D'accord? Nous avons donc l'ouverture de cette bougie spécifique et de 73,80. Avons-nous besoin d'arrondir cela à quelque chose? Non, c'est juste à 80. C'est au niveau 0. D'accord? Si c'était 73,82, nous l'arrondirions à 73,85. D'accord? Parce que c'est au-dessus et que nous négocions vers le bas. Nous avons donc notre fourchette. Et aussi, si nous définissons la fourchette que nous venons de faire ici. Il y a notre haut, et ensuite nous avons un bloc de rejet ici, un peu plus loin sur la gauche. Donc, une fois que nous aurons atteint ceci, la prochaine zone d'intérêt serait le plus haut de près, juste ici. Et nous l'avons déjà parcouru, d'accord? Donc, rapidement, c'est comme ça qu'on arrive à savoir si le marché est haussier mensuellement ou baissier. Dans le cas présent, nous l'avons vu et cartographié assez rapidement. J'ai parlé plus qu'il n'était nécessaire pour déterminer ce qu'il en est, quelle est la fourchette et quels sont les niveaux actuels. Mais, rapidement, nous pouvons dégager un biais pour le marché d'un point de vue mensuel. Pour le marché d'un point de vue mensuel, et l'attente ne porte pas sur un seul mois, mais plusieurs mois. Et pour l'instant, nous avons eu les mois de juin et de juillet ont été très rémunérateurs pour les traders à long terme sur le dollar australien. Du point de vue du day trader, vous pouvez utiliser ces idées pour construire un scalping it intraday uniquement sur le côté long pendant les mois de juin et juillet, car nous nous attendons à ce que ce résultat mensuel confirme nos attentes par rapport à notre analyse sur un graphique mensuel. Nous espérons donc que ces informations vous ont été utiles. Il est évident que nous nous appuierons sur ce thème tout au long du mois. Le prochain enseignement portera sur le cadre temporel à moyen terme et la façon dont je procède à l'analyse. Vous pouvez voir à quel point cela a été rapide. Ce n'était pas beaucoup de travail, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait beaucoup d'acrobatie ni ce genre de choses. Mais, en même temps, il y a tellement de choses que l'on peut ajouter pour confirmer et qualifier. Par exemple, si nous regardons le dollar australien sur une base mensuelle, l'un des éléments qui soutient cette devise est qu'elle évolue très bien avec le S&P. Donc, si nous comparons ce que fait le S&P, ici, si l'indice S&P est en hausse, ce que nous savons, cela soutient également cette paire, parce que aussi